Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, on part en mission commando avec un véhicule qui a la faculté de se déplacer sur terre comme sur mer. On a bâti un véhicule amphibie autour d'un véhicule militaire ultra standard. Avec la Jeep et le Dakota, cet engin hors norme a permis aux troupes américaines de gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est le Duck W. Et un véhicule comme ça, c'est mythique. Pour restaurer ce mastodonte made in US, François Alain, notre spécialiste automobile, peut compter sur son pool d'experts. Avant fixe. Eh mais respect du matin. Les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Ah oui, bah oui. Ah, il est pas XXL celui-là. Ouais, d'accord. Pour ce nouveau chantier, notre expert va devoir se montrer malin et établir une stratégie militaire pour venir à bout de cette restauration qui lui donnera pas mal de fil à retordre. Stop. Remise en route moteur, problème de démarreur, boîte de transfert HS. Parce que là, c'est cassé. Ah oui, d'accord, il est carrément pété. Cassé. Tordu, arraché, cassé. Présence d'eau de mer dans la boîte de vitesse. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup d'eau. Pont avant, pont intermédiaire accidenté. Bah tiens, je te confirme que c'est tordu parce que là, regarde, j'ai carrément la place de passer la main. Soufflet d'étanchéité percé. Tu vois le trou là? Il est percé. Ah merde. Redressage et soudure de la tôlerie. Bref, un cauchemar, même pour le plus grand technicien de l'armée américaine. Alors François réussira-t-il son pari? Celui de sauver, restaurer et remettre en état cet engin militaire pour un événement historique d'exception. Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Soldats, en petite foulée. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aujourd'hui, je m'attaque à un véhicule mythique de l'armée américaine. On pourrait même dire de l'histoire des États-Unis avec un grand H. Ce véhicule est apte à rouler sur la route, à naviguer sur les flots. Vous avez compris, c'est un véhicule amphibie. Et comme l'a dit lui-même le général Eisenhower, il fait partie des véhicules qui ont fait gagner la Seconde Guerre mondiale aux troupes américaines. Il s'agit bien évidemment du célèbre Duck amphibie. Le Duck W est un mastodonte conçu par l'armée américaine en 1941. Cette version amphibie des camions militaires de la General Motors Corporation est basée sur les modèles CC-KW et GMC AFKW 353 à cabine avancée. Acteur majeur de la Seconde Guerre mondiale et véritable héros, il permet aux Alliés d'avoir l'ascendant sur les troupes allemandes et de remporter la guerre. Pensé pour faciliter les débarquements sur les plages des pays occupés, il est mondialement connu pour ses opérations à succès en Normandie et en Provence les 6 juin et 15 août 1944. Le Duck W est composé d'un GMC auquel on a greffé une coque de bateau pour faciliter le débarquement des soldats et du matériel militaire des navires vers le champ de bataille. Artisan de la victoire, c'est sans conteste un véhicule tout-terrain exceptionnel produit à 22 247 exemplaires. Témoin privilégié de notre histoire avec un grand H, il intéresse aujourd'hui les passionnés de véhicules militaires, les associations en vue de la sauvegarde du patrimoine et les accessoiristes du 7e art. Et un Duck W de l'armée américaine, j'en ai trouvé un. Alors regardez-le bien et rompez. Ce camion 6 roues motrices, c'est du lourd. Longueur 9,45 m, largeur 2,44 m, hauteur 2,70 m pour 6,5 tonnes. À
À mi-chemin entre le camion et le bateau, à l'extérieur, on ne peut que remarquer sa forme de coque de navire. À l'arrière, on trouve un treuil ainsi qu'une hélice et un gouvernail. À l'intérieur, c'est Spartiate, une plateforme permettant de transporter 25 soldats ou 2,5 tonnes de matériel. Côté mécanique, 3 essieux rigides avec ressort à lame et amortisseur à levier. Freinage hydraulique avec assistance Mastervac avec 6 tambours. Boîte de vitesse 5 rapports avec boîte de transfert et prise de force permettant d'entraîner également l'arbre d'hélice et un treuil. Moteur 6 cylindres en ligne de 4424 cm3 développant 105 chevaux. Vitesse maxi 80 km/h en terrestre et 5 nœuds soit 10 km/h sur l'eau. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a eu un coup de cœur pour ce mastodonte US. Reste à savoir comment il a pu dégoter un tel engin. Alors pour l'achat de ce Duck, j'ai eu beaucoup de chance. Moi qui aime les véhicules américains de la Seconde Guerre mondiale, c'est difficile de trouver mieux. Je l'ai acheté à un collectionneur de véhicules militaires qui, comme beaucoup de collectionneurs, avait un peu trop de véhicules. Il s'est donc décidé à en vendre certains pour financer la restauration des autres. Il m'a vendu ce Duck pour 28 000 €. 28 000 €, même dans l'état où il est et avec tous les travaux de restauration, ça reste une somme très raisonnable. De mon côté, je pense qu'une enveloppe de 25 000 € devrait être suffisante pour le restaurer. Ce qui veut dire en clair qu'au final, pour à peine plus de 50 000 € au total, j'aurai un véhicule rare, recherché et qui vraiment est un des symboles de la Seconde Guerre mondiale. Si François a déjà programmé son plan de vol niveau pépette, c'est qu'il s'est bien renseigné sur la cote du Duck. Alors aujourd'hui, la cote d'un Duck, c'est assez simple. D'abord, il faut savoir qu'il y en a eu assez peu de fabriqués à l'époque, à peine plus de 20 000 exemplaires. Et vous vous doutez que la plupart, bien sûr, ont été détruits sur les terrains d'opération militaires. Donc en trouver un aujourd'hui, c'est pas évident. On en trouve parfois à l'état d'épave aux alentours de 10 000 €. Mais à ce prix-là, il faut évidemment tout refaire. Ensuite, un véhicule en état moyen, ça vaut en général entre 30 et 40 000 €. Et en très bon état, c'est entre 60 et 80 000 €. Et dans certains cas, les véhicules exceptionnels se sont parfois vendus jusqu'à 100 000 €. On l'aura bien compris, acquérir un tel engin demande un peu de réseau et d'oseille. Si vous faites partie de ces heureux élus, voici quelques conseils bien pratiques du sergent François. Le Duck est au GMC ce que le GPA est à la Jeep. On a bâti un véhicule amphibie autour d'un véhicule militaire ultra standard. Le camion GMC, qui était un camion très utilisé dans l'armée américaine, qui a été produit très longtemps, même bien après la guerre, a surtout bénéficié de 6 fois plus de pièces détachées construites que le nombre d'exemplaires assemblés. Donc, aucun problème pour trouver des pièces de GMC. Mais par contre, sur le Duck, les pièces spécifiques qui en font un bateau, elles, sont des pièces difficiles à trouver. Pourquoi ? Parce qu'après la guerre, évidemment, le Duck n'a plus été produit. Donc là, il n'y a plus de pièces. Il faut donc ensuite faire du sur-mesure. Et là, par définition, ça coûte de l'argent. François a entre les mains une pièce rare qu'il compte bien transformer en Graal. Mais avant de relever ce défi, il va falloir faire un check-up de ce véhicule militaire XXL. J'ai plutôt fait une bonne affaire parce que ce véhicule, globalement, structurellement, a l'air plutôt pas mal. Évidemment, on va lui faire un petit traitement anti-corrosion. C'est utile particulièrement sur des véhicules amphibies. Il faut le faire de temps en temps parce qu'évidemment, un véhicule qui prend l'eau, c'est beaucoup moins bien. Après avoir passé en revue la structure, notre expert enchaîne avec l'intérieur de ce véhicule hors norme. Bon, côté équipement, il faut reconnaître que la sellerie, par exemple, sur un Duck, c'est quand même ultra simple. C'est comme une Jeep en un peu plus gros. Et puis évidemment, d'éventuelles banquettes suivant la configuration pour les troupes quand elles sont à bord du Duck. Donc, il manque pas mal de choses. Un des deux pare-brises est cassé, il manque des éléments, mais beaucoup de choses se retrouvent. Ça, c'est pas trop mon inquiétude. Si partir à la pêche aux pièces ne met pas François en panique, il y a en revanche un élément qui le chiffonne à l'avant du Duck. La partie mécanique. Le véhicule a pris un choc. Il a eu manifestement un accident et le pont avant ressemble plus à un boomerang qu'à une poutrelle. Le gros avantage, c'est que la partie mécanique, c'est du GMC. Ça se trouve, c'est pas compliqué, mais c'est du temps, c'est de la main-d'œuvre, parce qu'évidemment, il va falloir tout vérifier. Boîte de transfert, boîte de vitesse,
éventuellement le moteur. Comme le véhicule n'a sans doute pas roulé depuis un certain temps, il faut évidemment tout checker et éventuellement changer tout ce qui sera utile à être changé. Reste à trouver le restaurateur qui voudra s'en occuper. Mais un véhicule comme ça, c'est mythique. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son Dog W. À l'issue des enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc est d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux. Wolfgang et Jean, les deux fers de lance de l'association Autocars Anciens de France, n'ont qu'une seule passion, restaurer et redonner vie à des véhicules XXL. Denis, son credo, la Jeep, mais pas seulement. Véritable couteau suisse, il peut restaurer tout type de véhicule militaire et engins hors normes. Et enfin, Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Sa devise, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de véhicules qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Oh le blas. Ah bah dis donc. À vos rangs fixes, Eh mais respect du matin. Mon lieutenant, comment on vous appelle? mon colonel. Un colonel. Ah, t'es en On dit grade. mon colonel. Dis donc, t'es tout beau comme ça là. Bah, j'ai pas fait l'armée pour rien, moi, monsieur. Non. Corvée de latrine pendant 15 jours. Eh merde, je vais encore salir ma brosse à dents. Donc là, il est en colonel américain. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il est en colonel américain. Moi, je trouve qu'il fait plus papy que Boyington, mais bon. Avant colonel, je sais pas si c'est, mais c'est commandant quand même. Faut déjà commencer par avant, et puis tu montes petit à petit. Donc là, il arrive colonel. Si François s'en mêle les pinceaux sur les grades, c'est que son service militaire est très loin derrière lui. Alors faut vite enchaîner pour ne pas perdre les troupes. Dans le container, il y a quelque chose qui va vous plaire. Un gros engin. Un truc militaire alors. Bah, Ouais, visiblement. et celui qui me prendra le chantier, éventuellement quand il aura fini, Ah ouais, j'aurai le carrément. plaisir de le décorer. Ah, respect. On sait pas si on va investir nous là. Décoré par le colonel Alain, c'est pas tous les jours. Hein. Moi, j'en ai déjà personnellement des médailles. Mais bon, c'est assez marrant, pourquoi pas. Bon, allez, vas-y, amuse-toi, mon François. Donne-nous des médailles. On aime bien, nous, quand ça brille. François, il me fait rigoler. Pour gagner des sous, il a amené des médailles en chocolat. Même pas en chocolat, parce qu'on peut même pas les manger. Si ça lui fait plaisir, le pauvre gars. Constatant que ces médailles n'ont pas l'air d'attirer l'intérêt de ses experts, François change de stratégie et décide de les mettre sur la voie. Donc, comme vous avez vu le petit drapeau, a priori, ça vient du pays de l'oncle Sam. Cet engin, c'est à la fois un engin utilitaire, un engin militaire, un engin américain. C'est un engin qui est un des symboles de la Seconde Guerre mondiale. Symbole américain, la Jeep. Ah oui, ça pourrait être la Jeep, mais j'ai dit XXL. Des roues, des chaînes, Alors, il n'y a pas de chaîne. pas de chaîne. Non. Mais il flotte. C'est un pas une engin barge. qui peut flotter. Un bateau. Ah, Une péniche de débarquement. une Un barre. truc avec la langue qui fait. Ah, on se rapproche. Camion amphibie. Jean, là, il chauffe. Il y a le gros. Comment il s'appelle le gros? Le duck, gros. peut-être. Le duck, c'est le duck. Le hot dog. Là, c'est gros. C'est gros, c'est amphibie, c'est kaki, c'est américain. Si c'est gros et que ça flotte, il n'y a pas beaucoup de véhicules américains, dernière guerre, qui sont gros, qui flottent, et forcément un duck. Alors apparemment sur Berlin, il y en aurait un qui est utilisé pour faire du tourisme. Moi personnellement, j'en ai jamais vu en vrai. Les soldats du colonel François sont chauds comme le canon d'un char militaire à l'idée de découvrir en vrai ce véhicule US. C'est le moment idéal pour l'ouverture du container. Attention les yeux. C'est le grand moment de François Alain. La grosse blague du container. Ah oui, bah ouais. oui. Ah, il est pas XXL celui-là. Pour le coup, ouais, quand il ouvre les portes, le duck, il est pas XXL celui-là, il est même tout petit. Moi, les maquettes, c'est sympa, hein, mais ça m'amuse pas de restaurer des maquettes. Moi, ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne. Le coût de la maquette, on la connaît. Donc on sait qu'il nous le fait souvent quand il n'arrive pas à mettre les véhicules dans le conteneur, il a mis la maquette. Je vous ai fait une blagounette. Ah, J'ai trouvé un vrai Duck W. Parce que le vrai, non, t'as un vrai le duck. vrai Duck, il est dehors. Il vous attend. Allez, rompez! Oui, chef. C'est au pas cadencé que nos recrues se rendent sur le champ de bataille pour découvrir cette fois, à la bonne échelle, le Duck W. Oh oh. Ah ouais.
il est beau. Oh la vache, bel engin, bel engin. Hein. Bravo, colonel Vodka. Et bah effectivement, il a trouvé vraiment un duck. Et on se retrouve face à l'engin sur sa remorque. Et là, on en prend plein les yeux parce que c'est quand même colossal, c'est très impressionnant. C'est un truc de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre de tous les superlatifs. Ça a été incroyable sous tous les aspects. Et cet engin, il fait partie de ça. Finalement, il a vraiment un duck. Puis il a l'air relativement propre, hein, le bestiau. Hein. En tout cas, en carrosserie, chapeau, il m'a l'air vraiment nickel. François a frappé fort. Il a réussi à mettre l'eau à la bouche de tout le monde. Nos experts n'ont qu'une hâte, en savoir plus sur ce duck. Il a bien morflé quand même. Hein. Oui, c'est passé quoi? C'est l'ancien propriétaire qui, bon, comme beaucoup de collectionneurs, avait un certain nombre de véhicules, en se disant à chaque fois qu'il les voyage, je le restaurerai la semaine prochaine. Évidemment, il s'est retrouvé coincé et puis il s'est dit ça fait des années que ça n'a pas bougé. Donc il s'est décidé à le vendre et avec l'argent de la vente, il va peut-être en restaurer un autre en échange. C'est ce que font beaucoup de collectionneurs. D'accord. Donc j'ai eu l'opportunité de l'acheter à un prix intéressant parce que il avait eu effectivement un petit choc contre un mur. C'est le train avant de celui-là ou c'est un train avant qu'il a trouvé en plus? Ah non, c'est le train avant de celui-là qui a été démonté. Je vous fais un petit diagnostic, les garçons. Sur un duck, le plus important, c'est l'état de la coque. La partie bateau, la partie flottabilité, c'est spécifique au duck. On a la chance que la coque est en bon état. Ensuite, évidemment, vu l'accident qu'il a eu, il y a de fortes chances que ça a un peu tapé. Donc, il y a forcément un peu de carrosserie à faire. Mais il y a surtout à démonter tout ce qui va être mécanique pour tout vérifier. En plus, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé. Tu dis qu'il a pu tourner depuis longtemps. Est-ce qu'il tourne au moins? Je n'ai pas pu vérifier. Le propriétaire était relativement pressé, donc il m'a fait un prix correct. Mais c'était tout de suite ou pas du tout. Tu veux rouler quand avec Alors, ça? il serait bon qu'il soit prêt pour le prochain 6 juin. Et pourquoi le 6 juin? Vous savez que ce genre d'engin sert régulièrement tous les ans pour des commémorations dans une région qui s'appelle la Normandie. Ouais. Vous comprenez pourquoi? Et généralement, c'est au début du mois de juin. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Il nous donne un délai très court pour faire ça. Alors, un véhicule qui a 80 ans, non seulement il faut le refaire, il faut refaire la mécanique, mais il faut trouver les pièces. Là où ça se corse, c'est le délai. Parce que là, mois de juin, ça voudrait dire qu'il faut se mettre dessus et puis plus toucher à rien d'autre autour. Et là, ça commence à être compliqué. Le délai vient de glacer l'ambiance. Espérons que tout ça se réchauffe en s'approchant au plus près de la bête. Et c'est Jean et Wolfgang qui ouvrent les hostilités. C'est surtout lui qui va me dire. Pourquoi c'est surtout lui qui va te dire? Parce que lui, c'est le spécialiste. Le spécialiste de quoi? Mécanique. Ah, Wolfgang, il est très fort. Là, Michael. vous êtes bon. C'est bon, pour nous, c'est bon. C'est bon? Tu me dis que le pont, t'es sûr que c'est le pont de celui-là? Ah oui, Ça, il est tout kaki, ouais, tout propre, et ça, c'est tout rouillé. T'es sûr que c'est le pont celui-là? je te promets. L'arbre de transmission, il est encore là. D'accord. Et vu l'état du pont, si ça fait des dégâts à l'extérieur comme ça, à l'intérieur, ça va être parfait. Parce qu'il y a un arbre de transmission, le pont étant Ça a relié, tout poussé. ça a tout poussé, et à mon avis, la mécanique est au niveau de l'hélice. Il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'on voit pas, parce qu'en regardant en dessous, on voit pas bien. Ça se trouve, il y a des trucs de pété dans la boîte et tout ça. On sait pas. Là. Ah oui, C'est ça. ça peut. Après ce grand tour du propriétaire, voyons si nos experts sont prêts à en découdre pour les enchères. 35 000. Ouais, c'est un peu élevé. Bah oui, mais ça vaut combien ça à la fin? C'est plus cher que le prix que je l'ai acheté. Monsieur Pascal, Bah alors 34, mais dollars. 34 000 $. Bah ouais. Faut que je vois si le taux de change vaut le coup ou pas. Jean et Wolfgang. Nous, on a peut-être une idée. Nous, on a un camion qui est bien abîmé. On a la mécanique. Ah, Oh les vilains. ça devient intéressant. Oh les vilains. Comme quoi, avoir mis un GMC de côté, c'est toujours valable. Eh oui, à 34. Bon, allez, nous, on dit 30. Bravo. Ah ouais. Non, c'est très gentil, les gars. C'est un bel effort. Mais pour moi, c'est encore trop. 29. Mais on n'ira pas en dessous. Alors, Gab, qu'est-ce que tu proposes? 27. Oh 27. Mais c'est la grosse soudure, on a un gros poste. 27. Soldat Pascal, qu'est-ce 27. que tu proposes? J'arrête. Ok. Alors, J'arrête. Jean et Wolfgang, 27. On avait dit 29. Voilà. Eux, ils sont fous. Non, mais pour nous, c'est fini. Bon, donc c'est votre dernier mot? JF et Gab sont, semble-t-il, sur le point de remporter cette bataille navale grandeur nature. On sait pas ce qu'il y a comme boulot, mais t'es complètement... Eh, là, c'est même plus des risques, là, c'est... À moins que quelqu'un ne vienne torpiller les enchères. Denis. Je voudrais pas vous brouiller, je voudrais pas faire des problèmes. C'est kaki, c'est Denis, point. Ah, c'est joli. Donc, Non, c'est- 27. Eh ben voilà, 25. Ah, 25. bon. Ah, merci. 25. C'est donc Denis le stratège qui remporte le chantier pour 25 000 €.
Ajouté aux 28 000 € déboursés par François, la facture s'élève à 53 000 €. S'il parvient à revendre son Doc W 60 000 €, il dégagera un joli bénéfice de 7 000 € à investir dans une prochaine restauration. Premier jour de travaux, 8 h du matin. Et c'est déjà le branle-bas de combat chez Denis. C'est dans cette cacophonie sonore que François déboule tout sourire. C'est la sortie qui arrive. Bah, qu'est-ce qu'il y a? On a tout fait sans toi, là. Bah non, je suis à l'heure. Et on l'a sorti du porte-char, on l'a déchargé, et maintenant on est presque rentré, t'arrives seulement. Écoute, je suis désolé. Bon, on va continuer Voilà. sans toi. Hein. Nous, ça fait une demi-journée qu'on est là, on a commencé en pleine nuit pour rentrer l'engin dans le hangar. L'autre, il arrive comme une fleur. Après cet accueil un peu glacial, Denis rentre le doc dans son hangar et avec ses soldats, il le pose sur des chandelles. Une manipulation de haut vol que François savoure avec admiration. Vous êtes vraiment les pros du doc. Vous manipulez le doc comme moi je manipule un caddie de supermarché, là, popo. Ah, mon colonel. Je vais te parler un peu du doc. Le beau Joseph, il a eu un mot quand il a vu l'engin par-dessous. Une grosse ratagne. Moi, je te propose de faire un petit peu le tour des dégâts. À peine le temps d'arriver que François est déjà sous pression. Décidément, ce début de restauration s'annonce, comment dire, chaotique. François, tu sais, cet engin, c'est un sirop motrice. Tu as 3 ponts. Ouais. D'accord? Sur une voiture normale, tu as simplement ou le train avant ou le train arrière qui le propulse quand c'est un train arrière et qui le tire, d'où le terme traction quand c'est un train avant. Là-dessus, on a 3 ponts qui sont tous moteurs. Ouais. C'est-à-dire, quand ton véhicule roule sur la route normalement, tu as simplement l'arrière qui pousse ton véhicule. Et quand tu te mets en tout-terrain, ou pour aller dans l'eau, pour sortir de l'eau, etc., tu enclenches ton pont avant. Donc ton pont avant devient également moteur. D'accord. Tu vois la petite croix, là, le croisillon. Ouais. Ça, c'est l'arbre de transmission qui emmène le mouvement de la boîte de transfert jusqu'au pont avant. Ouais. Cet arbre de transmission, normalement, il est fixé ici. Et là, le gars à qui tu l'as racheté, a priori, a déjà commencé à bricoler. Tu vois, c'était démonté, c'était coupé, etc. Et l'arbre de transmission, ça vient faire tourner cette partie-là, le différentiel quand même. Transmet au roue. Si l'explication de Denis est claire et limpide, reste à découvrir la pétouille qu'il a débusquée. Alors, ce qui m'embête, et là on le voit bien, c'est que non seulement ce pont avant est tordu, mais le premier pont arrière, donc le pont intermédiaire, est également tordu. Et ça, c'était pas prévu. Ouais, c'est clair. Alors, on va continuer à voir. Je vais te montrer où se trouve le pont normalement. Ce pont avant en carafe a de quoi inquiéter. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de vérifier tous ses périphériques. Alors, ça dit quoi, sergent Denis? C'est plutôt en bon état. L'avantage, c'est que tout a l'air complet. Ça, c'est les brides qui tiennent le pont. Ouais. Et ça rentre par-dessous comme ça, de chaque côté. D'accord. Tu vois, et t'as ton pont au milieu. Ouais. Bon, les brides, elles sont bien tordues. Faut absolument les changer. Ça, c'est le ressort, tu vois. Un ressort à lame, tu vois, les différentes lames. Ça, c'est l'amortisseur. Sert plus à grand chose, donc ça, faudra quand même le changer. Ça, c'est la direction. Tu vois la direction? Ouais. Ça vient se fixer sur le pont et c'est ça qui te fait bouger les roues. Bon, ça, faut regarder. Elle a un angle un peu spécial. Je regarderai sur le manuel. Avec un tel mastodonte entre les mains, il est indispensable de tout vérifier. Surtout que le check-up Made in Denis est loin d'être terminé. Tu vois ça, la durite est coupée. Ouais. Ça, c'est une durite de mise à l'air libre du pont. Ah. Le pont, tu as de l'huile dedans. Oui. D'accord? Et quand l'huile chauffe, elle va prendre de l'expansion. Et donc, elle va compresser l'air qui est dedans. Et l'air, pour éviter d'appuyer sur les joints et de faire des fuites, elle va sortir à l'intérieur du bateau, à l'intérieur de la coque. Dans le GMC amphibie, tu as un compresseur. Ouais. Ce compresseur sert à envoyer de l'air sous pression, tu vois, et sert notamment à gonfler les pneus. Si sur le papier ce doc regorge de prouesses techniques, ça devient vite une tanasse quand certains éléments manquent à l'appel. Tu vois ça? Ouais. Bon, ça a été bouché. Normalement, tu dois avoir une petite durite comme celle-là, D'accord. qui amène un système qui est fixé là, D'accord. avec un espèce de gros tambour qui se met à l'extérieur du pneu, qui vient gonfler le pneu à la demande. Ça, c'est génial. Génial, oui, mais seulement quand ça marche. Denis enchaîne avec l'état de la carrosserie.
la carrosserie est plutôt en bon état, mais tu vois, il y a quand même des points de corrosion. Ouais. Tu vois, ça commence. Ça, faut vraiment le traiter avec des produits qui vont stopper la rouille. Intérieur, extérieur. Et tu vois, ici, tu as ce qu'on appelle des oméga. Ça, c'est des renforts. Rigidification de... Exactement. Ça la structure. rigidifie la coque. Donc, pour éviter aussi que l'eau stagne à l'intérieur, tu as vu, ils ont fait des sorties de temps en temps régulièrement. Malgré ça, ici, tu vois des larmes, là, ton dock, il pleure, on le voit bien. Donc, je pense qu'il y a un problème de traitement anti-corrosion de cette soudure-là. À part ça, il est plutôt en bon état. Si le focus anti-corrosion n'inquiète pas Denis, il y a en revanche un point de contrôle qui le chiffonne. Tu sais, on a vu que le point intermédiaire était décalé. Moi, j'ai un peu l'impression que d'ailleurs, l'axe de roue est décalé. Avec les yeux, ça va pas être simple à voir. Je pense que je me trompe pas, mais on va voir. vérifier. Ouais. Merci, messire. François, tu peux prendre la moitié. Bien sûr. Regarde. On va le coller là, sur les roues, et regarde Ouais. derrière. Bah tiens, je te confirme que c'est tordu parce que là, regarde, j'ai carrément la place de passer la main. Et qu'effectivement, le train intermédiaire, il est de traviole, quoi. La roue... Ça a bougé. Et là, il y a quand même beaucoup plus de travail que ce qu'on avait vu au départ. Si on a d'autres surprises comme ça, Ouais. je vais te rendre ton bébé. hein. Espérons que la suite du diag ne mette pas un point final au projet. Pour le savoir, nos deux gaillards montent sur le dock et plongent leur pif dans les entrailles de la bête. Et voilà. T'as le moteur du GMC. Le fameux 6 cylindres en ligne du GMC, ouais. Exactement. Le moteur, moi, je vais quand même le regarder sérieusement, Mhm. parce que le choc a été extrêmement important. Peut-être quand même le sortir. Prudent, ouais. Vérifier l'embrayage, parce qu'il a peut-être baigné dans l'eau vu comme c'est rouillé. Mhm. Vérifier aussi les cylindres bloc moteur. Donc je préfère sortir Ok. le moteur. Ça marche. Denis a raison. Vu les conséquences du choc sur la mécanique, il est incontournable de checker le cœur de la machine. Nos deux gaillards poursuivent leur investigation avec la boîte de transfert. Là, tu as l'arrière de la boîte de transfert. Mhm. Alors, tu sais, tu as le moteur qui fabrique le mouvement, la boîte de vitesse qui permet après de choisir si tu veux aller plus ou moins vite, de donner plus ou moins de force, Bien plus ou moins sûr. de puissance au véhicule. Et là, comme c'est un véhicule qui a plusieurs roues motrices, il faut ce qu'on appelle une boîte de transfert, c'est-à-dire c'est une deuxième boîte de vitesse. Ouais, qui sert exprès pour les différents ponts. Exactement. Le frein à main est fixé à l'arrière de la boîte de transfert. Le frein à main ne bloque pas les roues, mais là, bloque la transmission. C'est un frein à main, ce qu'on appelle à sangle. Tu as un tambour ici, au milieu, Ouais. tu vois. Tu as un tambour en fonte qui est emprisonné par une sangle. Et quand tu serres cette sangle, ça te bloque le tambour. Ce tambour, regarde, il Ouais. est cassé. Ah ouais, ça a dû prendre un bon coup dans Un la gueule. énorme coup. Et chose très grave, ici, tu as la chape qui transfère le mouvement au premier pont. Ah oui, il est carrément déboîté. Exactement. Cette partie-là, c'est la partie de l'arbre de transmission qui vient du pont intermédiaire jusqu'à la boîte de transfert. Et ben là, cet axe qu'on voit doit être rentré dans la chape. Elle est plus emboîtée. Et le pire du pire du pire, en dessous, tu as le deuxième pont. Tu vois pareil, C'est complètement c'est libre. Et c'est pire que ça, regarde. Parce que là, c'est cassé. Ah oui, d'accord, il est carrément pété. Cassé. Tordu, arraché, cassé. La partie mécanique commence à ressembler à un champ de ruines. Pour rassurer le colonel Denis, François sort un argument de poids. Du coup, les pièces, c'est des pièces de GMC, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. C'est des pièces standards qu'on trouve facilement. Tout à fait. Alors la boîte de transfert, faut la déposer parce que Ouais. vu le choc qu'il y a eu, on va essayer de la Ouais, faut réparer limiter, si elle est abîmée. Si elle n'est Ouais. pas abîmée, on va simplement la réviser, changer les joints, etc. Ouais. Les arbres de transmission, comme ils ont dû avoir des chocs, Ouais. on va peut-être quand même les démonter Ouais. pour vérifier s'ils sont pas tordus. On l'aura bien compris, toute la partie avant du dock va demander beaucoup de travail. Reste à découvrir les quelques points à traiter pour la face arrière. Il faut quand même qu'on gratte sérieusement, Ouais, tu vois, la faut gratter, corrosion. traiter anti-corrosion partout. Ouais, parce que tu as vu, ça commence vraiment à se becter. Ouais. Bon, mais là, je suis pas trop inquiet. Ok. Bon, écoute, pour un premier bilan déjà, on a dégrossi le travail. On sait dans quel axe il faut travailler. Bon, si effectivement l'essentiel, c'est les pièces de mécanique de GMC, c'est pas trop grave. Maintenant, il y aura forcément peut-être quelques pétouilles qu'on va découvrir au fur et à mesure. Toujours. Ça, c'est la règle du jeu. Même si François tente de relativiser sur l'étendue des travaux, Denis s'attend tout de même à une mission commando. Espérons pour lui et ses vaillants soldats qu'ils viennent à bout de ce chantier XXL. « 15 jours plus tard, François débarque cette fois-ci aux Aurores pour retrouver Denis qui est déjà au chevet du dock. Bon, alors, ça avance? Ça avance, et puisque tu es là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on essaye de mettre en route le moteur. Ouais, nickel. Bon, enfin, je vois qu'une fois de plus, je suis le premier. Eh, je mérite une médaille, hein. Tu sais que je t'ai passé au container, là. Tu veux m'en parler? Ouais, parce que je la mérite, hein. Mais c'était pas celle-là. Ah oui, mais regarde, elle est beaucoup mieux. Ah, elle est encore plus grosse. Tu sais pourquoi elle est mieux? Non. Elle est au chocolat. Bah, je me doute, j'avais compris. Je pense qu'avec le café, ça va être nickel. On l'aura bien compris, Denis compte trapper la pause café pour enchaîner direct avec le chantier du jour.
le contrôle des fluides en vue d'un redémarrage. Ton liquide de refroidissement, il est dans ton radiateur, ça chauffe, il part dans le vase d'expansion, ça monte dans le vase d'expansion, et quand ça refroidit, ça redescend, ça retourne dans le radiateur. Donc avec un vase d'expansion, ton radiateur est toujours plein. Ouais, exact. Et sur le GMC normal, tu l'as pas, sur le GMC amphibie, tu l'as. D'accord. Bon, normalement, tu ne touches jamais ce bouchon-là parce qu'il faut qu'il soit complètement étanche pour faire D'accord. bypass. Ok. Tu regardes que là. D'accord. Sauf que ce véhicule, on ne le connaît pas, il a eu un accident. Donc on va quand même essayer d'ouvrir Ouais, ce bah oui, bouchon. c'est mieux. Hein? Denis dévisse le bouchon non sans mal. C'est bien serré. Ah bah ouais. Alors, ça dit quoi, colonel? C'est ça. On a bien fait de regarder, Bon, puis très tu bien. regardes. Bah, du coup, il n'y a pas... Ah non, pas ça. C'est Ça, pas de l'eau c'est de l'essence, monsieur. C'est de l'essence? Ça, c'est de l'essence. Ah oui, c'est de l'essence. Oui, C'est de ça... l'essence, oui, c'est pas de l'eau, oui, je confirme. ouais. C'est bien du liquide de refroidissement et non de l'essence qui est versé dans le radiateur. Reste maintenant à vérifier le niveau. Déjà. On est pas mal. Regarde. Si, Ah si, oui, si, t'as raison, on est mon bien, petit on est gars. bien. Eh ben, c'est très Donc bien. tu vois, c'est qu'il manquait pas forcément grand-chose. Bon, bah écoute, on va le Donc démarrer. là, à mon comme avis, ça. on a largement ce qu'il faut pour un démarrage. Après avoir checké le liquide de refroidissement, place au changement de la batterie et à une vérification du niveau d'huile. C'est plutôt pas mal. En plus, t'as vu, elle est belle, Ouais, elle est pas vieille. elle est pas vieille. Full. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour le moment un sans faute pour nos deux gaillards. Hop. Mais avant de s'enflammer, faut encore un peu cravacher pour faire rugir la bête. Le GMC, il a un truc qui est pas mal. Tu vois, ça, c'est le filtre à air. Ouais. Ok. C'est un filtre à air à bain d'huile. Et le GMC, t'es pas obligé d'enlever tout ton filtre à air pour mettre de l'essence dedans. D'accord, tu peux enlever que le capot. Tu fais juste ça. Parce qu'en fait, ça fait une petite cuvette comme ça. Et tu mets un peu d'essence dans la cuvette. tombe. Ouais, ça, c'est pas bête. Et dans mon régiment, quand j'ai fait le service, on avait encore des GMC. Les chauffeurs, pour le mettre en route, bah, ils mettaient ce qu'on appelle la goutte. Denis verse donc dans la cuvette du filtre à air cette fameuse goutte au parfum d'essence. Donc on a mis l'essence, on va pas tarder, je vais essayer de démarrer. Et toi, tu te mets à côté, s'il faut peut-être en Ouais. remettre. Mon colonel, l'instant est solennel. La France nous regarde. Contact. Ah. Bon, bah alors, première chose, c'est déjà démonter le démarreur. Là, c'est la tuile. Le moteur fait de la résistance. Va falloir que Denis se creuse les méninges pour trouver d'où peut venir le problème. Alors, ce qui a pu se passer, c'est que comme c'est bien rouillé, il y a peut-être de l'eau de mer qui est rentrée pendant l'accident. Ça peut être un petit peu rouillé le démarreur, tu vois. Qui est galère. Pour sortir de cette galère, la team Denis déboule enfin en masse pour en découdre avec le doc. Le soldat Joseph se charge de démonter le démarreur. Pendant ce temps, Denis décide de s'attaquer au pont avant, récupéré sur un GMC et remis à neuf avec une petite masterclass dont il a le secret. Le pont, c'est un pont standard de GMC. Ouais. C'est le modèle Banjo. Banjo, parce que quand on enlève le différentiel, il est creux, il y a un trou dedans. C'est comme une guitare. C'est du standard GMC, D'accord. sauf cette partie-là. C'est une collerette qui se visse en plus et qui permet de mettre venir le soufflet. fixer le soufflet. Ça, c'est le soufflet d'origine sur le GMC, sur le dock que tu m'as ramené. D'accord. Et regarde. Tu vois le trou là? Il est percé. Ah merde. Alors, en voyant qu'il était percé, bah, finalement, j'ai pris un soufflet de devant et un soufflet de derrière. On dit, on sait jamais. Ouais. Il vaut mieux l'avoir avec soi. Ouais, t'as peut-être bien fait, ouais. Sur l'arbre de transmission, tu as un soufflet de chaque côté. D'accord. Et cet arbre de transmission, il passe dans un tunnel. Parce qu'il faut qu'il soit étanche, il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dans la coque. D'où l'intérêt des soufflets, c'est Voilà, mais comme ça penche comme ça, tu Ouais. peux quand même avoir de l'eau qui rentre dedans. Ils ont fait là-bas un trou avec un pas de vis. Comme ça, quand tu sors de l'eau, si de l'eau est rentrée, Ouais. tu peux le vidanger. Après cette explication du fonctionnement du tunnel d'arbre de transmission relié au pont avant, il est temps, messieurs, de passer à l'action et de bien vérifier si l'arbre de transmission n'a pas subi de choc. Pour ça, nos troupes vont utiliser un comparateur d'alignement. Voilà. Alors regarde François, ouais. c'est le comparateur. Donc l'aiguille là, qui est là, regarde, elle est en appui. ça. D'accord. Là, de toute façon, regarde, t'as la peinture, il y a plein de trucs. L'aiguille, forcément, elle loin. part de là, elle va revenir un peu près Moi, là. je reste vraiment à l'aplomb pour voir s'il Voilà. y a une variation importante. T'as compris le Ok, principe ok, c'est bon, d'accord. Alors, c'est moi qui fais tourner, vous vraiment, vous le tenez, les gars. Vous. Et objectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Ça va, c'est pas méchant. Hein. Parfait. Good news, l'arbre de transmission n'est pas tordu.
Notre fine équipe enquille avec la pose du soufflet arrière et du tunnel de transmission. Hop. Vient ensuite l'installation de l'arbre de transmission dans le tunnel Parfait. et du soufflet avant. Ça y est. C'est bon, Breton? Ouais. Pour finaliser l'opération, Denis sort le chariot élévateur et replace le pont avant remis à neuf. Avance encore un peu. Hop. Avant de démonter le pont avant, Oh, c'est lourd ça. Denis ne tient plus en place et décide de vérifier le bon fonctionnement du démarreur que Joseph a démonté. A priori, le démarreur, ça tourne, mais le pignon, il avance pas. Tu vois? On va vérifier ça tout de suite. Le démarreur, c'est comme un interrupteur. Quand on l'actionne, ça fait avancer un pignon lanceur qui vient accrocher une couronne sur le moteur. Ce système d'accroche va permettre le démarrage moteur. Et pour savoir si le démarreur est en carafe, On va déjà vérifier qu'il y a du jus là-dessus. Ouais. Denis le relie à une batterie et envoie du jus. Voilà, regarde, il tourne. Bah si, ça marche. Ben non, parce que le pignon, il doit avancer. Ah merde. Eh Ah oui. oui, t'as raison. Il avance pas ton pignon, il faut qu'il avance. Il doit pas être solidaire de l'arbre comme ça. Il doit pouvoir avancer. Et là, il est bloqué. Pour Denis, si le démarreur est bloqué, c'est qu'il a dû prendre l'eau. Heureusement pour François, son mentor n'en est pas à sa première restauration d'engin militaire et sort de son stock de pièces un nouveau démarreur. Et le test illico. Alors, regarde le pignon. Ouais. Tu vois, quand je bouge la fourchette, là, elle fait avancer le pignon. D'accord. L'autre, c'était grippé, ça bougeait pas du Ça tout. bougeait pas du tout. D'accord? Je vais appuyer encore un peu plus fort pour faire tourner en même temps maintenant. D'accord? Ah ok, c'est tout bon. Ça marche. Allez, on Nickel. roule. Si le nouveau démarreur est fonctionnel, reste à savoir si le moteur lui aussi n'a pas pris un coup de flotte. Pour en avoir le cœur net, place au remontage du démarreur et notre duo de choc se remet en position pour l'opération de la dernière chance. Allez messieurs, on croise les doigts. Contact, c'est bon. Starter, Démarreur. démarreur. Yes. Ça y est, le 6 cylindres en ligne de 105 chevaux claironne dans tout le garage. Reste à contrôler les derniers petits points techniques. Et la pression, elle est nickel. Porte d'huile, nickel. Et attends, C'est top. il tient même le ralenti moteur froid. C'est rare, hein? Bon bah les gars, c'est quand même Ouais. des bonnes nouvelles. Hein. Et donc là, la prochaine étape, c'est quoi? Bon, nous, on va fixer le point avant. Et puis, prochaine étape, on Ouais. sort l'ensemble moteur-boîte, maintenant qu'on sait qu'il tourne. Ok. On va changer les joints, on va changer le pignon salon. Moi, je D'accord. t'expliquerai, c'est à l'avant du moteur, faut Ok. le faire préventivement. On va changer l'embrayage aussi préventivement. C'est sur ces futurs travaux préventifs que les troupes se dispersent pour souffler un peu avant de repartir au front. Deux mois plus tard, François vient constater l'avancée du chantier et il a sorti l'artillerie lourde avec le PV-PXL, petit véhicule protégé extra large. C'est un véhicule de liaison et de sûreté français conçu pour être utilisé dans le cadre de missions de guerre. Il permet d'effectuer des services de patrouille, d'escorte, de sécurité et de surveillance. Et s'il rapplique avec ce monstre mécanique, c'est qu'il a décidé qu'aujourd'hui, il fallait que ça marche au doigt et à l'œil. Messieurs, ça va? C'est la pause syndicale là, il se passe quoi là? Pause café. Très bien. Alors justement, j'ai amené un petit gadget qui va nous être utile. Soldats, en petite foulée. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'instructeur François mène au pas ses troupes, histoire de bien leur faire comprendre qu'avec lui, les pauses café, ça passe pas. Après cette petite punition, il est temps pour Denis de faire un point sur ce qui a été accompli sur le dock. Tu te rappelles, le pont, on l'avait pas tout à fait fini. Et bien maintenant, il est en place. Pendant l'absence de François, le régiment de Denis a cravaché comme jamais, avec dépose de la boîte de transfert, installation du cylindre de roue qui actionne les mâchoires de frein, nettoyage et pose du tambour de frein. C'est une très bonne nouvelle. Je vois qu'effectivement l'avant a été fait, sauf que quand je vois l'arrière du dock qui a un petit peu les pattes en l'air, c'est qu'il y a une raison. Rappelle-toi, Ouais. on s'était aperçu que le pont intermédiaire, il était en R8 Gordini, Comme ça. comme ça. Donc forcément, ce qu'on a fait, nous, on a sorti
le pont intermédiaire. On a passé 3-4 coups de fil à des copains pour trouver la pièce. Et donc, j'ai un pote qui m'a donné les 2 Ah ben voilà. ponts arrière. t'as vu Génial. Du coup, on a récupéré le pont intermédiaire D'accord. qu'on a préparé, on l'a révisé, changé joint, tout est nickel. Il n'y a plus qu'à le remettre. D'accord. François est radieux. Je lui ai trouvé les pièces de GMC qui manquaient. Que pour lui, c'était un petit peu compliqué. Bon, l'avantage, je connais un petit peu de monde dans le réseau et dans les collectionneurs, on est tous solidaires. Quand on a besoin d'une pièce un petit peu compliquée à trouver, on la trouve. On passe 2-3 coups de fil et hop, la pièce arrive. Et François, ça lui sauve la mise. Si Denis vient de rassurer son soldat, il veut vite enquiller avec le premier focus du jour. Tu te rappelles de la boîte de transfert? Ouais. Il y a eu un choc qui a tordu le pont avant, Ouais. tordu aussi le pont intermédiaire, mais entre les deux, l'arbre de transmission, il a reculé dans la boîte de transfert. Il a fait éclater tout ça. Du coup, la boîte de transfert qui a sûrement des dégâts. On a préféré jouer la sécurité parce qu'on n'a pas trop de temps. D'accord. On a pris une autre boîte de transfert d'occasion. Ouais. Et Popov est venu pour la réviser. Moi, je serais ravi de bosser avec Popov. Avant que François ne rejoigne Popov, voyons comment marche une boîte de transfert. La boîte de transfert a plusieurs fonctions. Avoir des rapports courts ou des rapports longs en fonction du type de terrain, route ou en off-road. Entraîner les roues avant pour gagner en motricité sur les portions off-road plus difficiles. Comment ça marche? La boîte de transfert se trouve en sortie de boîte de vitesse. Le conducteur agit sur le levier de commande pour sélectionner le type de rapport et rendre, s'il le souhaite, les roues avant motrices. À l'intérieur, un jeu de pignons offre les rapports courts et un autre les rapports longs en changeant la démultiplication finale. En sortie, on entraîne les roues arrière de notre dock. Cependant, un dernier couple de pignons, lorsqu'ils sont solidaires, entraîne les roues de l'essieu avant en supplément des roues des essieux arrière. Pour que le dock soit capable de passer sur tous les types de terrain, il est temps pour Popov d'entrer en action. Ça, c'est le couvercle de la boîte de transfert. Ouais. Regarde. C'est plutôt une belle gueule, hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Ça a l'air nickel. Hein. C'est carrément nickel, ouais. Et les pignons sont en super état. Il est bien propre. Ouais. On voit pas l'émail. Et le fait de ne pas avoir l'émail, ça veut dire Ah, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas d'usure. c'est ça. C'est ça. D'autant plus que sur des vieilles boîtes comme ça, tu as des bagues en bronze. Et les bagues en bronze, quand ça s'use, on a l'émail très coloré, couleur or, si tu veux, qu'on voit partout. Et là, l'huile, regarde, elle est vraiment Ouais, nickel. Devant toi, 80 ans te contemplent. C'est ça. Et quand tu fais tourner, écoute. Ouais. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas de bruit de roulement, il n'y a pas de bruit de pièces qui seraient endommagées. Regarde, c'est tout neuf. Ouais, c'est en très bel état. Incroyable, hein. C'est clair qu'un différentiel made in GMC, c'était du lourd. François peut remercier son général d'avoir dégoté une telle pièce. Popov, il va tout désosser la boîte, on va changer tous les joints, on va nettoyer tout ça, et comme ça on part tranquille sur du neuf de 80 ans. Denis et François baissent pavillon et laissent donc Popov cleaner le différentiel. Il est temps de bien recharger les batteries avant d'attaquer la suite du chantier. Deux mois et demi après le début de la restauration. C'est bien avant le chant du coq que notre duo de choc s'est retrouvé à la fraîche pour bastonner le dock avec la dépose du capot moteur pour checker le cœur mécanique et sa boîte de vitesse. Alors on va se faire aider pour sortir ça parce que ça doit peser un âne. On va se casser la gueule. Bon. Alors ça c'est le moteur. Ah, le gros moteur 6 cylindres GMC. On le sort avec quoi? Une chèvre, je suppose? Alors ce qu'on va faire, on va prendre un Fenwick qui a devant une grande barre qui vient sur laquelle on va accrocher deux palans. D'accord, Comme ça il y aura un palan sur l'avant du moteur, un palan sur l'arrière du moteur. d'accord. Que le but c'est de sortir le moteur comme ça. Tu vois Ouais. ce que je veux dire, c'est qu'on le sort avec la boîte de vitesse derrière. Ah oui, on sort tout en même temps. Alors ça va être un petit peu chausse-pied. C'est parti pour l'opération chausse-pied. Pour ça, Denis enfourche le chariot élévateur. Ces vaillants soldats sanglent le moteur boîte de vitesse C'est bon pour moi. et fixent les points d'accroche pour une levée pleine de maîtrise et de précision.
Là, on est presque bon. Vas-y, lève. Attention les pattes, ça. Lève. Stop. Recule. Joseph guide à merveille l'opération. Sans parler de Denis qui a un vrai compas dans l'œil pour la dépose du moteur sur palette. Eh, belle bête, mon capitaine. Ce vrai beau moteur 6 cylindres en ligne de GMC, du camion GMC. Mécanique éprouvée, endurante, connue. Quand tu auras fini de parler, on va peut-être pouvoir travailler un petit peu, mon petit gars. Et ça aussi, c'est du travail. Même si ce petit Laïus a toute son importance, Denis reste focus sur sa cible. Jeter un œil sur la boîte de vitesse. Et vu la tronche de François, ça se présente mal. C'est sûr que quand tu vois la gueule de l'huile qui est dans la boîte de vitesse, il y a un peu d'eau. Alors, comme c'est un véhicule amphibie, il n'est pas impossible qu'il y ait de l'eau qui est stagnée dans le fond de la coque et qui a pu rentrer, tu sais, l'eau, ça rentre partout. Ça tombe très bien de la vidanger parce que tout de même, c'était juste indispensable. Avant d'entamer la vidange de boîte, Denis tient à faire un point sur la révision moteur. Plutôt heureux parce que vu d'au-dessus, il paraissait bien rouillé. Et puis, il est dans un climat humide, donc c'est toujours, tu vois, ça se voit, mais pour l'instant, il n'y a rien de grave. Tu vois cette petite trappe-là, Ouais. ce petit carter, c'est le carter de distribution. La distribution, ça te permet d'emmener le mouvement qui est en bas du moteur, le vilebrequin qui fait le mouvement, qui emmène l'embrayage, tout ça. Tu emmènes le mouvement en haut du moteur sur la rampe de culbuteur. Et ça, pour faire ça, tu as besoin soit d'une courroie à distribution. Les militaires, souvent sur des véhicules un peu plus costauds, c'est des pignons ailerons, donc c'est des pignons qui s'enclenchent les uns dans les autres. Ce que je te propose, c'est que Riton va s'occuper de la partie avant avec le pignon aileron. D'accord. Bon, pendant ce temps-là, la partie un petit peu plus lourde, importante, ça va être Joseph qui va se cogner. Il est plus jeune. Ouais. Et puis en plus, il a un aide de camp là extraordinaire, n'est-ce pas? Il me semble qu'il faut faire d'abord toutes les vidanges, parce que quand vous allez bouger la boîte, la dégouliner. Okay. Donc vous occupez la boîte, vous occupez en même temps de l'embrayage. Je vais laisser François avec mon équipe. Moi, j'ai des soldats qui sont tout à fait performants, bien plus performants que François qui a souvent deux mains gauches. Bon, là, c'est pas non plus des tous travaux d'Hercule. Il devrait y arriver, même s'il n'est pas super doué. Bon, d'un autre côté avec François, on ne sait pas à quoi s'attendre. On va quand même le surveiller. Denis split donc ses troupes et laisse la main à Riton qui vérifie le pignon aileron. Pour ça, il va déposer le carter de distribution pour un check-up complet. Il est en bon état, hein. En plus, on le voit. Hein. Bonne nouvelle pour François, le pignon aileron est nickel. Pas d'usure, pas de fêlure. Riton réalise un bon coup de nettoyage, pose un joint d'étanchéité et le tour est joué. Après le contrôle du pignon aileron, passons à la vidange avec François et Joseph aux manettes. Donc là, pour vidanger, on va vidanger la prise de force en premier. D'accord. La boîte de vitesse après. En deuxième. Sachant que la prise de force et la boîte de vitesse, l'huile est la même, ça communique. Oui, ça communique. C'est simplement pour vidanger à 2 points de niveau. Celle qui est la plus basse, on commence par Exactement. la plus basse. Donc on commence par la prise de force. D'accord. La prise de force qui est démontée est une pièce mécanique servant à transmettre la force d'un moteur sur un outil mécanique grâce à la rotation d'un arbre cannelé sur lequel il vient s'emboîter. Ça va couler normalement de l'eau puis de l'huile. Voilà, là c'est la flotte qui commence à couler. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup d'eau. Ça y est, l'huile commence là. Ça y est. On commence à avoir un peu d'huile. C'est un mélange eau et huile qui ressemble vraiment à de la pâte. Après la vidange de la prise de force, Joseph enchaîne avec celle de la boîte de vitesse. Et c'est de l'eau salée. C'est de l'eau salée. Ouais. Donc ça veut dire que c'est effectivement c'est de l'eau un engin qui a été faire un tour en mer. Quoi. Exactement. C'est de la belle mélasse. Hein. J'ai jamais vu une boîte de vitesse avec autant de flotte à l'intérieur. Regarde François, il est neuf, il était vide. On voit la jauge de niveau. Voilà, j'ai plus d'huile pourrie dans mon bidon qu'il devrait y en avoir normalement dans la capacité de la boîte. C'est incroyable. Si cette vidange a été plus que nécessaire, il est temps maintenant de déposer la boîte de vitesse. Et pour ça, il y a des consignes à bien respecter. La boîte, elle tient par 4 vis. D'accord. Une ici et de l'autre côté, vissée de l'extérieur. Et une qui vient à peu près ici, vissée de l'intérieur. Par l'intérieur. Okay. Donc pour désaccoupler la boîte, pour libérer mon arbre de boîte, on retire la carter de protection. D'accord. Pour accéder à l'embrayage, nos deux as de la mécanique retirent le carter de protection. Hop, c'est tout bon. Nickel. Ici, on accède à nos 2 vis qui tiennent la boîte de vitesse. D'accord. Donc on va mettre le vérin de fosse dessus. Pour le maintenir. On va retirer les 2 vis, puis celle du haut,
Et après, on va tirer la boîte avec le vérin. D'accord, donc la boîte théoriquement vient en un seul bloc. Vient en un seul bloc. Pour cette opération, Joseph place le vérin de fosse, donne plusieurs coups de clé. Denis et Riton reviennent en renfort pour mettre la boîte au sol. 1, 2, 3. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Et passe au changement d'embrayage. Déjà commencer par retirer la butée d'embrayage. On libère la fourchette. Ouais. Elle est prise sur une rotule, donc avec un petit coup de marteau. Ouais. Pour désaccoupler l'embrayage, on Ouais. va retirer toutes les vis périphériques. D'accord, On prend l'embrayage complet, d'accord. le diaphragme et le disque, ça sort par le bas. Après, c'est que du remontage. Je vais me débrouiller, je vais finir de démonter l'embrayage tout seul. Ok. Quand François donne un coup de main, c'est bien, mais le problème, c'est que ça freine l'avancée des travaux. Joseph termine donc le process avec le changement d'embrayage. Pour ça, il retire les vis, dépose le diaphragme, le disque et remonte le tout avec des pièces neuves. Un magnifique tour de force qui conclut cette journée de travaux. Trois mois se sont écoulés et le général Denis est toujours sur le pied de guerre. Il ausculte la carcasse du Duck car aujourd'hui, il a fait appel à un grand maître carrossier. Salut François, comment tu vas Denis? Merci d'être venu. François, c'est THE spécialiste de la tôlerie militaire. Son credo, réparer, redresser et corriger les gros bobos en acier. C'est donc sans plus attendre que Denis lui montre les zones de travaux à effectuer. Tu regardes. Ah, ouais, un Tu vois petit accro. Alors je sais pas ce qui est arrivé. Tu me connais, hein. Moi je fais attention au véhicule, c'est pas moi qui fais des bêtises avec. Pas mon genre. Hein. Mais là il y a quand même un choc pas très important, mais quand même, ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire là? Dans un premier temps, découper en montant, les deux côtés, toute la longueur. Je vais déployer le métal, retaper en dessous, en chauffant, pour essayer de le remettre en place et puis le rerouler au fur et à mesure, pour pouvoir de façon après refaire mes deux soudures et tout au-dessus. D'accord. Donc ça fait que tu coupes pas le morceau, tu l'enlèves pas complètement. Non, non. Simplement tu l'ouvres. Je vais le rouvrir, le reformer et au fur et à mesure, machin. Et si vraiment on n'y arrive pas, on fera une découpe en dessous, mais si on peut l'éviter, ça fera du travail en moins. Fais vraiment attention parce que tu vois, ici c'est bien étanche et là c'est ouvert et là tu as l'eau qui rentre, tu sais, hein, quand on est amphibie. Donc il faut vraiment que ce soit étanche et que l'eau puisse pas rentrer, que tu as le moteur derrière. Hein. Bon, ça t'inquiète pas plus que ça? Oh non, pas plus que ça. Mon pote, le petit François, qui est un carrossier hors pair, on lui donne un petit bout de ferraille, il fait une œuvre d'art. C'est le gars qu'il nous faut pour réparer la coque du Duck. Contrairement à François, qui est lui plutôt de main gauche et surtout le roi de la pétouille. Mais là, on va faire du travail exemplaire. Le Duck est entre de bonnes mains et pour partager cette bonne nouvelle, rien de tel qu'un message destiné au grand absent du jour. Salut François, je te présente François, allez, le spécialiste pour la carrosserie. Voilà, donc François gentiment est venu nous donner un coup de main pour le choc à l'avant du Duck. Hein. Ça dépasse quand même mes compétences. Il faut vraiment être l'homme de l'art et puis François la ferraille, il connaît bien. Très très bonne nouvelle également, il est sur ses roues. Ah, regarde comme c'est magnifique. Ah, c'est quand même super. Hein. On va faire la carrosserie avec François et je te rappelle en fin de journée pour te faire un petit bilan. C'est parti pour nos deux as de la tôlerie qui enfilent tout l'attirail nécessaire pour en découdre avec la carrosserie du Duck. François attaque à l'aide d'une meuleuse des incisions quasi chirurgicales sur la tôle endommagée. C'est long ton truc, hein? Ce truc, Denis, c'est un chalumeau. François va s'en servir pour chauffer le métal à plus de 300 degrés et rendre la tôle malléable. Tel un ferronnier des temps modernes, il déploie le métal, le redresse et le roule avec minutie. On va vérifier où on en est. Voilà, tu vois. On a juste un petit bosse au centre, là. Ouais. Hein, ça commence à pas être mal. Ouais. Et là, on n'est pas tout à fait parallèle entre la règle et le Duck. Le but, c'est qu'il n'y ait plus d'espace entre la règle et le Duck, c'est ça? Oui, tout à fait. S'il reste un petit peu de jour, alors, qu'est-ce que tu peux faire? Ce que je peux faire, moi, c'est rajouter du métal. Et comment tu fais ça? À la soudure.
Ah, pas bête. Je fais 1 ou 2 cordons de soudure dessus. D'accord. Et après, je meule le tout. Et puis Tu remeules la soudure que tu as rapportée. Voilà, comme ça, on peut réussir à reboucher ce trou-là. D'accord. Pour corriger l'écart, François repart au combat avec son chalumeau et ajoute du métal sur toute la surface concernée. François, avec quoi tu soudes? Et du métal d'apport. Oui, j'ai bien compris, mais c'est quoi au départ ton métal d'apport? Un porte-manteau. Un porte-manteau? Ouais. C'est le porte-manteau de madame? C'est, Pour mettre la robe de mariée? Oui, enfin, la robe de mariée, mais il y a bien longtemps. Alors. Elle s'en sert plus? Ah bah non, on s'en sert plus. Du coup, tu l'as piqué le Donc porte-manteau? j'ai piqué son porte-manteau et j'en sers dans du métal d'apport. Et ça fonctionne? Oui, oui, une fois que tu as bien chauffé et enlevé le galvanisé qui est dessus, D'accord. après, c'est du métal, donc tu peux t'en servir. Tout C'est simplement. ce qu'on appelle du recyclage. Absolument, c'est à la mode en fait. Après cette petite astuce made in François, notre spécialiste finalise son opération en retirant à l'aide d'une meuleuse l'excédent de soudure. Il prépare ensuite la surface avec un produit bien spécifique. C'est quoi ton rouge alors? Ah, c'est du brun rouge, le standard, ce qu'on prend d'habitude. C'est du brun rouge qui sert à quoi? L'anti-rouille, c'est pour l'anti-rouille. François badigeonne le produit anti-rouille sur toute la partie restaurée du dock. Voilà. Après, il y aura laisser sécher, un petit coup de kaki. Et puis c'est parti. Après, tu remontes les Après, accessoires. je remonte tous les accessoires, on monte les parlames. Les parlames et ça fait. Nos deux gaillards laissent Riton prendre le relais pour la pose du nouveau pare-brise. Pour solidifier l'ensemble, il utilise une pâte à joint puissante. Après cette journée de travaux, et pour boucler la boucle, Denis adresse un message à son soldat, histoire de faire le bilan. François, regarde un petit peu le duck. Il a un beau museau tout neuf. C'est magnifique, hein? Le nez, c'est quasi fini. Il reste des petites choses à faire Ouais, il faut qu'on fasse un petit peu un joint, Voilà. d'étanchéité. pour éviter que l'eau rentre quand il sera dans l'eau. Et Riton a fini le pare-brise quasiment. On attend simplement que le joint sèche pour pouvoir enlever les derniers morceaux de scotch. Il nous reste aussi les éléments du brise-lame à remonter. Et bien sûr, un coup de kaki pour que ça soit quand même bien joli. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Le message de Denis a de quoi rassurer François à quelques jours de la date de la commémoration. La restauration du dock attaque donc sa toute dernière ligne droite avec la prochaine étape, le test routier. 120e jour de travaux. 4 mois déjà que Denis ne lâche rien. Aujourd'hui, il rejoint Riton, son vaillant et indéfectible soldat, qui peaufine les dernières touches de peinture sur la tôlerie restaurée. Ah, salut Denis. Salut mon Riton. C'est magnifique. Ah ben moi je suis content parce que là il est opérationnel. Par contre, je t'attendais parce qu'on l'a essayé que dans l'atelier Ouais. et on l'a pas sorti. C'est un autre petit souci. Quoi? Que ça suffit pas les problèmes mécaniques. François Théorie, ça fait plusieurs fois qu'il n'est pas là. Tu sais pourquoi? Non. Il était parti trouver un acheteur. Mais l'acheteur, il veut nous l'amener en Normandie quand on va faire la commémo. Ah, en Donc, même temps? double peine. Bah, c'est pas prévu Ah quoi. ouais, non, parce qu'on l'a pas essayé suffisamment pour le présenter à un acheteur. Donc, On l'a pas essayé du tout. François n'est pas là. Et en plus, il me met la pression. Il a trouvé un acheteur. Bah, je suis content. Mais moi, je m'en fous de ton acheteur. Moi, ce que je veux, c'est que le doc soit là pour la commémoration. Salut François. Regarde, je suis avec mon pote Riton. Il a fait un travail extraordinaire. Le doc est fini. Il est fini? oui, il Ouais. est opérationnel. Opérationnel. Par contre, toi, ça fait plusieurs fois que tu nous aides pas parce que tu es parti chercher un acheteur. Tu m'as dit que tu l'avais trouvé. Tu as vraiment intérêt à ce qu'il soit là parce que moi, on va pas emmener le doc en Normandie pour rien. Et surtout, on va pas le garder dans l'atelier. Nous, aujourd'hui, on va l'essayer. On va faire un essai routier parce que pour l'instant, on ne sait pas s'il fonctionne. Salut François. Après ce coup de semonce qui va bien secouer François, Denis et Riton vont faire un check-up du dock et ils commencent par la tôlerie. On se rend même plus compte qu'il y avait un choc. T'as vu le travail du petit François? Il a Incroyable, des mains hein. en or. Incroyable. Ah, C'est magnifique. Comment il a redressé ça? Ah, c'est superbe. C'est clair que François a littéralement redonné vie au nez du dock, plus de traces de choc. Denis remarque également que Riton a réinstallé les jupes, pièce très importante pour la navigation du dock. Et je me suis toujours demandé à quoi ça servait ça. Eh ben ça sert parce que ça évite d'avoir moins de turbulences à l'intérieur de la carrosserie et des ponts. Donc ça permet d'avoir une meilleure pénétration dans l'eau. Donc l'eau, elle glisse dessus Voilà. pour Ça éviter limite, d'avoir les on regarde. remous et tout ça au niveau des roues. Tout à fait. C'est pour ça que ça a été mis. En tout cas, c'est beaucoup plus joli. Si avec ses belles jupes, le dock a de quoi garder le cap en mer, voyons si ses organes mécaniques sont fonctionnels sur Terre.
Dans les ponts, il y avait le pont avant qui était tordu, Oui. le pont intermédiaire qui était tordu, Pareil, il avait des soucis. et le pont arrière, par contre, tu l'as gardé. Il est correct, donc on a gardé celui-là. Mais on a trouvé le pont intermédiaire, lui, il avait vraiment des problèmes, donc il est rechangé. T'as pensé aux mises à l'air libre? Oui, bien sûr. Parce que tu sais que là-dessus, comme c'est un véhicule amphibie, les ponts, ils vont dans l'eau. Et comme ils sont pleins d'huile, les ponts, l'huile, en roulant, elle s'échauffe, elle prend de la place. Donc, elle chasse l'air. Il y a toujours de l'air dans les ponts, donc elle chasse l'air. Et l'air, quand l'huile refroidit, il faut qu'elle revienne. Et là-dessus, comme c'est amphibie, tu as une durite qui va chercher l'air dans la coque et pas dans l'eau. Il faut que ça reste étanche. C'est normal. Donc ça, ça a été changé aussi? Oui. Super. Denis continue de passer au crible le dock et chaque point de détail a son importance. La Rito, il n'y a plus de point de rouille maintenant. Tu sais, hein, tu peux faire 3 fois le tour et puis t'en oublies toujours quelques-uns. Moi, j'en vois un là. Ah bah oui, t'as raison. Ah voilà, quand même. Ouais. Hein, vous avez repeint l'hélice aussi? Ça, c'est Joseph. Ah, c'est magnifique, hein. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le moteur. Si Denis trépigne d'impatience, c'est que le cœur mécanique de la bête était un gros dossier sur ce chantier. Quand même changé de look le moteur, hein. C'est sympa. Filtre à huile qui a été repeint, le compartiment moteur aussi. Oui, la cartouche du filtre à huile est neuve. D'accord. Vidange a été faite. Ok. Attention. Nos deux gaillards passent ensuite à la boîte de vitesse. Alors, ça dit quoi, Riton? La boîte de vitesse. Elle a été démontée et révisée. Ouais, c'est Popov qui a fait ça. Popov, exactement. Il a changé tous les joints SPI, les roulements sont neufs et quelques pignons qu'il a remis parce que d'après lui, il a préféré tout changer. Boîte de vitesse, on est tranquille. L'embrayage complètement neuf. C'est ça. Et boîte de transfert, Popov, il a complètement remplacé. Après, dans tous ces tuyaux qu'on voit partout, là, c'est les tuyaux pour les pompes de cale pour pouvoir évacuer l'eau qui rentre éventuellement dans l'amphibie. Toujours dans un véhicule amphibie, c'est jamais 100% étanche. Même dans un bateau, il y a des pompes de cale. Parce que si les pompes de cale ne fonctionnent pas, on risque de couler. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'essayer. C'est ça. Et on t'attendait parce qu'il n'y a que toi qui es habilité à le conduire. Le bilan de santé du dock touche à sa fin. Et c'est donc Denis, le big boss, qui démarre la bête. T'es prêt? Oui. On y va? Essaye, vas-y. Pas de vitesse. Contact. Un peu de tartère. Voilà. J'amorce l'essence. Et je démarre. Écoute, il tourne comme une horloge. Écoute ça. Il n'y a pas un bruit périphérique. Il n'y a pas de fumée suspecte. Je débraye. Je passe la vitesse. Ça ne craque même pas. Et on y va. Ça y est, c'est parti pour le test routier. Et dès les premiers mètres, Denis tente de dompter cet engin hors norme. Je passe les vitesses. Ça passe bien. On va essayer de prendre un peu de vitesse. Et je vais regarder s'il n'y a pas de problème de parallélisme. J'accélère un peu. Vas-y. Écoute, regarde, je lâche le volant. Il va bien, hein. C'est un essai de frein, tiens-toi. Il a l'air d'aller, hein. Ouais. Si pour Denis le dock répond parfaitement à ses attentes, il a tout de même besoin de l'avis de son adjoint en chef. Bon, alors Riton, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, a priori, j'entends rien de particulier. C'est quand même un véhicule qui a plus de 80 ans. Hein. En moi, l'essai est concluant. Nickel. C'est donc un équipage ravi et conquis qui termine ce test routier. Il est temps pour eux de partager cette bonne nouvelle avec François, le bidas de la troupe. François, de notre côté, on a fait le boulot nickel. On a tout fini, tout fonctionne super bien. On n'a pas encore testé la mise à l'eau, mais on le fera ensemble. On se donne rendez-vous sur les plages normandes le jour J. Salut François. Rendez-vous pris pour François. En attendant, Denis et son équipe vont préparer toute la logistique pour débarquer dans quelques jours avec le dock sur les belles plages normandes.
Ça y est, c'est le D-Day. C'est en Normandie, à Colleville-sur-Mer, que François débarque à bord de la Jeep Willys. Denis et ses troupes sont déjà au garde à vous. Capitaine, pour la livraison du mastodonte américain. Salut François, ça va? tu es pile à l'heure. Comme d'habitude. Parfait. François, ici on est devant le plus beau musée du monde. Ouais, je sais qu'il est fabuleux. L'Overlord Museum, t'as des pièces uniques, faites par des passionnés, c'est magnifique. Si Denis a choisi de livrer le Duck devant ce musée, c'est que cet établissement retrace, à travers une belle collection, le débarquement des Alliés jusqu'à la libération de Paris. De quoi mettre dans de bonnes conditions le soldat François qui se retrouve au beau milieu de l'Overlord Military Event, événement organisé par le musée pour commémorer l'anniversaire du débarquement. Alors tu sais que arriver à terminer cette restauration ici et en plus pendant la commémoration du débarquement, c'est juste grandiose. Et j'ai un acheteur potentiel qui vient pour acheter le Duck. Mais pour l'acheter, il faut l'essayer. On pourrait peut-être aller essayer le Duck sur la plage, en conditions réelles. Dans la plage ou dans l'eau? Bah, c'est un peu les deux à la fois. On y va maintenant? On va à la plage? On y va? Pour ce test grandeur nature, Denis a obtenu une autorisation exceptionnelle. Accéder à la baie d'Arromanches, là où a été construit par les Alliés le plus célèbre port artificiel de l'histoire. Rappelons qu'il est strictement interdit de circuler sur les plages avec des véhicules terrestres à moteur. Les deux engins militaires se dirigent donc vers ce haut lieu de l'histoire du débarquement qui a vu passer tant de navires et de matériel militaire en juin 1944. Avec un François plus qu'enthousiaste. Bravo! Je savais que tu étais l'homme de la situation et que tu allais restaurer ce Duck comme il le fallait. Merci François. Après cette empoignade chaleureuse, François va confier à Denis une toute dernière mission. Si tu arrives à convaincre Emmanuel, je suis sûr qu'il va repartir avec. Convaincre d'acheter un Duck, mais monsieur, tout le monde devra avoir un Duck chez soi. Denis attaque fort avec le potentiel acheteur. Sa stratégie est simple, partager avec lui ce qui a été accompli sur ce mastodonte de guerre. Ce véhicule, monsieur, on a tout refait. Il nous l'a amené dans un état pitoyable. C'est vrai. Sauf la carrosserie. C'est vrai. Et la carrosserie, c'est le plus important. C'est un véhicule amphibie, c'est un véhicule qui doit flotter. Là, la coque est en parfait état. Au niveau mécanique, on a refait le pont arrière, on a changé le pont intermédiaire et on a changé le pont avant. Donc là, vous êtes tranquille. Les freins totalement neufs. Le moteur entièrement révisé. Boîte de vitesse refaite. Boîte de transfert refaite. Arbre de transmission refait. Il roule parfaitement. On a fait l'essai routier. Une merveille. L'acheteur potentiel a écouté avec attention la longue liste des travaux énumérés par Denis. Mais vu sa tête, il semblerait qu'il y a un point important à checker. Ce qui m'intéresse, c'est quand même la partie amphibie du véhicule. Parce que j'aimerais bien voir un peu ce qui a été fait avant d'aller peut-être sur la mer. Et il est pas mauvais ton acheteur. Ce que vous propose monsieur, c'est qu'on fasse le tour ensemble. Très bien, on y va. Tel un agent instructeur, Denis prend le commandement pour préparer la mise à l'eau du Duck. Le GMC amphibie a été prévu pour la mer. Les Américains ont conçu ça vraiment pour faire des débarquements en haute mer. Donc ils ont prévu de quoi casser les vagues. C'est ce qu'on appelle un brise-lame. Les gars, est-ce que vous pouvez mettre le brise-lame s'il vous plaît? Parfait. Le brise-lame, regardez. C'est de la bonne ferraille. Une vague qui tape là-dessus, il faut que ça tienne. L'autre chose, on va mettre le pare-brise. Parce que la vague, elle va se casser, mais elle va envoyer des embruns partout. Dans le Duck. Ouais. Est-ce que vous pouvez mettre le pare-brise, s'il vous plaît? Avant que le Duck ne fasse trempette, Denis tient à sensibiliser Emmanuel avec les différents process à appliquer. Sous le Duck, vous avez plusieurs bouchons qui permettent d'éviter que l'eau rentre. Et il faudra penser à les enlever quand on sortira de l'eau pour que l'eau qui va forcément rentrer dans un véhicule amphibie, vous inquiétez pas, vous aurez toujours un peu d'eau qui va rentrer. Pas trop. Suffisamment pour pouvoir enlever les bouchons après. On va faire autre chose. Il est important sur un GMC amphibie, avant d'aller à l'eau, de vérifier que l'hélice tourne. Je vais vous demander de regarder, de le vérifier, et moi je vais monter à bord, je vais le mettre en route, je vais faire tourner l'hélice, et si c'est bon, vous grimpez. Ça marche. Très bien, ça marche. Pendant que Denis enfourche la bête,
François et Emmanuel posent leur regard sur l'hélice. Allez Denis, on peut démarrer. Parfait. Ça fonctionne. Montez à bord, messieurs! Le bataillon monte à bord avec panache. Il trépigne d'impatience à l'idée de lancer le dock en pleine mer. Mais Denis les calme direct avec les consignes de sécurité qu'il a mises en place. On a accroché une corde. Au bout de cette corde, on a amarré plutôt, parce qu'on va sur la mer, amarré une bouée. Très important sur un véhicule amphibie. Absolument. Imaginez qu'on a une avarie. On a une avarie, le véhicule est sous l'eau. Il faut savoir où il est, parce que la mer est grande. Donc quand vous avez ça, la bouée flotte et vous dit où est le véhicule? Très ingénieux. Très simple mais très efficace. Après cette explication claire et surtout sécure pour nos troupes, il est temps de passer dans le compartiment du pilote. Il y a également, que vous trouverez rarement sur un véhicule terrestre, un compas de navigation qui peut paraître idiot parce qu'il fait beau, on voit où on est. Imaginez que ce véhicule a servi jour et nuit et vous pouvez en mer avoir tout à coup un coup de brume et vous ne savez plus où vous êtes. Et là, le compas est très utile. Et le compas est extrêmement utile. Denis démarre le moteur et lance le dock tambour battant en pleine mer. Allez, on y va. C'est parti pour la mise à l'eau de ce véhicule militaire de légende. Là maintenant, on va mettre l'hélice. Voilà, on sent qu'on commence à flotter. L'escouade à bord du dock retient son souffle, avec à sa tête Denis qui pilote avec prudence et dextérité malgré les conditions difficiles. Là, pour être dans l'eau, on est dans l'eau. Cette mise à l'eau est une réussite. Le dock ne pique pas du nez comme le Titanic, bien au contraire. Sa coque de bateau en acier est d'une parfaite étanchéité. Sa boîte de vitesse 5 rapports avec prise de force entraînant l'arbre d'hélice et le brise-lame répondent parfaitement aux manœuvres de Denis. De quoi rassurer tout l'équipage au moment de regagner la plage en mode grand débarquement. Après cette mission commando, il est temps de savoir si Emmanuel a littéralement craqué pour cet engin militaire de légende. Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez de ce canard? Bah ma foi. Un beau canard, hein? Oui. C'est un beau canard. Oui, j'avoue, je suis séduit. Bon, le tarif, tu le connais? 65. Alors 65, moi je vais faire une offre, 58 000. 58? Bah non, mais là, t'es un peu juste. Non, ils ont beaucoup bossé, je leur donne de l'argent. Non, je peux pas. Non, faut être raisonnable. 58, non. De combien, François? 62, allez. Et à 60, on taperait dans la main ou pas? À 60? Je le veux. François. C'est parce que c'est toi, et c'est parce qu'on a restauré une pièce du patrimoine qu'on doit conserver pour le futur. En confiant la restauration du dock à Denis, François a pu redonner vie à ce véhicule militaire US de renom et conclure une vente à 60 000 €. En déboursant 28 000 € à l'achat et avec les 25 000 € de coûts de restauration, François a dégagé un joli bénéfice de 7 000 € pour une prochaine restauration.